Vous êtes sur Midi 1 et vous suivez Éco-Débat. La nouvelle gouvernance à la Banque africaine de développement BAD, avec sa tête, Sidi Ould Tah, est un tournant stratégique pour l'Afrique économique. Cette arrivée marque le début d'une ère pour la BAD, mais aussi une période de questionnement sur sa capacité à répondre aux grands défis du financement en Afrique. Face à une jeunesse en quête d'opportunités, des économies à fort potentiel, mais à besoins immenses et un environnement mondial en mutation rapide, quel choix stratégique la nouvelle présidence devra-t-elle poser? Quel levier activer pour impulser une croissance durable, inclusive et résiliente? Pour éclairer ces enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, M. Sadia Zouzou, expert en intelligence économique, et M. Alain Kouadio, consultant RSE en développement durable. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, M. Sadia, qui est Sidi Ould Tah, le président de la Banque africaine de développement BAD? Merci beaucoup, Max. Monsieur Sidi Ould Tah est un ressortissant de la Mauritanie de 61 ans. Je crois qu'il est né en 1964. Il est un homme politique et il a été ministre de l'économie et des finances dans le gouvernement mauritanien. Et aussi, il a occupé le poste de président de la BAD, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique. La BADEA? La BADEA, bien sûr. Et donc, ce qu'on peut dire de lui, c'est quelqu'un d'assez discret. Et je pense que c'est dans l'ordre normal des choses, hein, parce que de façon générale, les Mauritaniens sont des personnes qui sont généralement très effacées. Et sa personnalité tranche, je vais dire, fortement avec celle de monsieur Adesina, qui était beaucoup plus médiatique, et donc et il est considéré comme l'homme des pays arabes. On aura certainement l'occasion d'en parler en profondeur, mais c'est une personne qui a véritablement de l'expérience et aussi une très grande connaissance des grands dossiers de développement, des institutions financières et de développement international notamment. Donc, je parlais tout à l'heure de son passage à la BADEA et surtout son passage à la tête du ministère de l'économie et des finances au niveau de la Mauritanie. La Mauritanie est un pays en Afrique de l'Ouest qui, peut-être loin des regards, loin des l'un des feux de l'actualité, des rampes de l'actualité, est un pays qui est en train de se développer progressivement, de façon durable, et je pense qui regorge aussi de beaucoup de potentialités. Mais de façon globale, on peut dire que c'est un petit pays qui n'est pas beaucoup visible. Et donc, cela transparaît aussi peut-être à travers le caractère de M. Sidi Ould. Alors, donc, je pense que c'est vraiment une personnalité très, très importante qui vient très certainement au moment qu'il faut. Alors, M. Alain Kouadio, c'était un quintet de haut niveau. Qu'est-ce qu'il a démarqué des autres candidats? Moi, je pense qu'il a été démarqué par sa capacité à produire des résultats probants et évidents dans tous les postes qu'il a occupés, déjà en tant que ministre des Finances dans son pays, mais aussi à la tête de la BADEA, où il a opéré d'énormes réformes structurelles et organisationnelles, ce qui a pu permettre au chiffre d'affaires de la dite institution de se multiplier par 4 voire par 5 durant tout le temps qu'il a passé. C'est un homme dont la gestion est axée sur les résultats, un homme qui est très discret, mais qui est très probant. Donc je pense que il y a aussi le volet diplomatie, parce qu'ils ne sont pas censés ignorer que pour accéder à ce genre de poste, il faut aussi des réalités diplomatiques, il faut avoir des soutiens de poids, notamment au niveau de l'espace de l'échiquier africain, avec des chefs d'État, des ministres qui, je dirais, voyagent, visitent les autorités pour obtenir le soutien, afin que le plébiscite soit effectif. Je pense aussi qu'il faudra ajouter l'entre-gens du président Al-Ghazouani, qui était, il n'y a pas très longtemps, le président de l'Union africaine. Donc, il a mis, je vais dire, son réseau au service de son candidat. Ce qui a fait la différence entre M. Ould Tah et les autres candidats, je pense que c'est sa très grande expérience. Parce qu'au niveau de votre régionaux, il était en tête. Il était en tête à 72%. Oui. Et celui qui venait après, c'était le Zambien, oui. Maïmbé, je crois bien son nom, avec environ 20% de l'électorat. Mais ce qui a beaucoup joué en sa faveur, je pense que c'est le contexte international. Et surtout,
Vous savez que tout récemment, les États-Unis étant acteur non régional, dans le capital, disons dans l'actionnariat de la Banque africaine de développement, les pays du G7 ont environ 27% des parts, et dont les États-Unis. Donc, le fait que le président Trump ait décidé de retirer les États-Unis du capital de la Banque africaine de développement a très certainement joué. Et je pense aussi que vous savez aujourd'hui que les pays africains étant très certainement à la recherche d'autres sources de mobilisation des capitaux, ont bien entendu saisi la perche qui constitue le profil même de M. Ould Tah. Il y a un facteur aussi très important, c'est que les pays de la Ligue arabe, qui sont les principaux bailleurs de la BADEA, cherchent une opportunité aujourd'hui pour se positionner de façon durable sur le marché africain, le marché des capitaux africains. Donc, il constitue en quelque sorte un pont entre le monde arabe et l'Afrique. Exactement, il constitue le pont entre le monde arabe et l'Afrique subsaharienne, c'était musulman, de fait, et aussi c'est un élément qui a joué, en raison des bons résultats qu'il a obtenus à la tête donc, de la BADEA. Les pays africains se retrouvent aujourd'hui dans un contexte géopolitique en plein basculement sur le plan international. Et je pense que tous ces éléments-là ont joué en sa faveur. Les experts et même la directrice des campagnes, la vice-présidente Madame Léoté, qui a même dit que c'est la première fois qu'un président de la BAD était élu avec vraiment un nombre de tours assez réduit, mais aussi avec un taux de cooptation aussi élevé, 72%. D'accord. Monsieur Kouadio, dans quelle mesure la nouvelle gouvernance pourrait-elle renforcer la place des enjeux RSE dans la stratégie de financement à la BAD? Oui, monsieur Marx, c'est une question qui est assez pertinente parce que déjà à titre illustratif, en 2023, environ 70 à 80% des projets que la BAD a financés étaient des projets durables, des projets à fort impact écologique, des projets à fort impact social. Donc c'est dit que les enjeux RSE, les indicateurs, les critères ESG, les critères environnementaux et de gouvernance, en réalité c'est un ensemble de critères que les investisseurs, le bailleur de fonds regardent pour apprécier la performance éthique et durabilité d'une entité, d'un investissement ou d'une entreprise. Donc l'Afrique aujourd'hui, avec le contexte mondial de la lutte contre les changements climatiques, avec le déploiement des CDN, les contributions déterminées au niveau national, que chaque État, c'est-à-dire les outils que chaque État doit mettre en œuvre pour lutter contre les changements climatiques. Et ces outils ont besoin d'instruments financiers. Et la BAD, qui est, je vais dire, le premier instrument financier de développement africain, se positionne en tant qu'acteur clé. Mais au regard de l'actualité internationale liée à la lutte contre les changements climatiques, les questions liées à la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui n'est rien d'autre que l'application de normes de développement durable à l'entité, à l'échelle d'une entreprise, se pose avec beaucoup plus d'acuité. Donc en réalité, la BAD aujourd'hui est dans une dynamique où pour financer des projets, la BAD va maintenant regarder les critères environnementaux, sociaux de gouvernance. Quels sont ces critères? Au niveau environnemental, il y a les questions de d'émission de gaz à effet de serre, les questions de préservation de la biodiversité, les questions de lutte contre les changements climatiques, les questions de pollution. Au niveau de gouvernance, on a les questions de transparence dans la gestion financière, traçabilité des fonds, la parité, le genre. Au niveau social, les questions de droits de l'homme, amélioration des conditions de travail. Donc en réalité, lorsque une entité sollicite un financement auprès de la BAD va donc peut-être exiger dans un premier temps une feuille de route RSE, pour voir dans cette feuille de route RSE quels sont les objectifs qui ont été définis, quels sont les indicateurs de performance à partir desquels on peut mesurer les 10 objectifs. Donc voici un peu un ensemble d'éléments qui aujourd'hui sont devenus indiscutables dans l'octroi du financement par la BAD. Mais il y a aussi une contrainte qu'il faut relever. Il y a des difficultés notamment pour les PME à accéder à certains financements de la BAD. Pourquoi? Parce que certaines PME se situent en zone rurale. Oui. Certaines PME évoluent encore dans l'informalité. Et puis, les conditions d'accessibilité à ces financements ne sont pas taillées à la mesure de ces PME. Donc, voici un peu certaines contraintes structurelles organisationnelles qui pourraient entraver le financement des projets à fort impact écologique ou social.
Monsieur Sadia, Monsieur Kouadio parle de financement. Alors, est-ce que les critères d'octroi des financements doivent être révisés à l'aune des nouveaux défis économiques du continent? Oui, et c'est tout à fait normal. À mon avis, ces critères doivent être révisés. Parce que, comme je le disais tantôt, nous assistons aujourd'hui à un basculement géopolitique et géoéconomique très très important sur le plan international. Donc, si vous observez, vous allez voir aujourd'hui avec la création, c'est peut-être anodin, on peut le dire, mais la création des pays de l'AES est un signal très fort, notamment qui montre aujourd'hui une sorte de changement dans la mentalité, en tout cas des pays africains, notamment des gouvernants africains. Alors, donc c'est peut-être, je vais dire l'arbre qui cache la forêt, mais je vais dire qu'il y a une volonté, en tout cas, de faire en sorte que les projets qui sont soutenus par la BAD puissent respecter certains critères véritablement et qui sont importants. D'accord. Monsieur Kouadio, est-ce que les exigences environnementales et sociales de la BAD sont suffisamment intégrées dans l'évaluation des différents projets? Oui, je dirais oui. Ils sont suffisamment intégrés, mais il se pose certaines difficultés dans le suivi et l'évaluation. Parce qu'en réalité, comme je l'ai évoqué tantôt, vous savez, l'Afrique est aussi frappée par des zones, je ne dirais pas frappée, mais l'Afrique contient des réalités rurales. Et du fait que ces réalités-là soient rurales, la BAD est confrontée à un déficit de personnel et qui fait que les visites sur le terrain pour les mécanismes de suivi et évaluation se posent avec beaucoup de difficultés. Il y a aussi les questions je dirais d'assistance technique visant à permettre à ces personnes qui sollicitent ces financements-là de pouvoir intégrer pleinement les critères, comme on appelle ça, les critères environnementaux et sociaux dans le déploiement de ce projet-là. Donc aujourd'hui, la BAD se trouve face à des difficultés qui sont d'ordre structurel, mais également humaines, parce qu'il se pose un problème de déficit de personnel, pouvant permettre de faire un suivi et évaluation claire de ces projets-là. Bon, moi je peux rajouter aussi que la question fondamentale qui se retrouve, comme vous avez vu par exemple, nous avons des acteurs non régionaux, et ces acteurs non régionaux aussi ont des intérêts sur certaines entreprises multinationales qui exploitent, notamment si je prends un exemple qui est beaucoup plus précis, des ressources minières ou des ressources minéralières des pays africains, et très souvent ces ressources sont exploitées dans des contextes d'opacité et dans lesquels les populations à la base ne sont pas véritablement bénéficiaires. L'un des plus grands scandales, on le sait en Afrique de l'Ouest, ici c'est la mine de Simandou. Vous avez vu que la bauxite en Guinée, c'est la bauxite qui est exploitée depuis des années. Et je pense qu'avec par des multinationales, des grandes multinationales dans le domaine minier, et il n'y a véritablement pas de partage de la richesse à la base avec les populations. L'environnement lui-même est impacté. Les populations ne peuvent pas mener des activités agricoles pour se prendre en charge. Ça, ce sont des éléments qui sont véritablement importants, qui sont des défis aussi en ce qui concerne la responsabilité sociétale de ces grandes entreprises, de ces multinationales-là envers les pays africains. Est-ce que la BAD a suffisamment les moyens évidemment de mener cette police-là, ou bien si on peut dire le mot, cette coercition, à mener ces investisseurs-là véritablement à observer certaines normes pour faire en sorte que véritablement toutes ces richesses qui sont exploitées soient au bénéfice aussi des populations locales dans les pays africains. Je vais ajouter un élément, en appui de ce qu'il vient de dire. Vous savez, lorsqu'on est embarqué dans une politique de responsabilité sociétale des entreprises, ou bien lorsqu'on veut s'engager dans la dynamique des critères ESG, il y a un élément qui est fondamental, le plan d'engagement des parties prenantes. Et qui sont les parties prenantes? Les parties prenantes sont des entités ou groupes d'entités qui sont susceptibles d'être influencés par les décisions d'un projet d'une organisation. Donc, lorsque vous voulez mettre en place un projet à fort impact écologique ou social, il est important dans un premier temps d'inventorier toutes les parties prenantes, de les hiérarchiser au regard de leur intérêt et de leur influence. Une fois que cela est fait, il va falloir mettre en place un protocole de communication entre les décideurs du projet et les différentes parties prenantes. Et ce protocole de communication va déboucher sur des actions concrètes, précises et claires. Donc ces actions-là peuvent par exemple déboucher sur, je dirais, les projets de développement local au regard de l'influence de certaines parties prenantes. Mais ces projets-là peuvent être des projets à fort impact social
ou des projets d'inclusion ou des projets écologiques. Mais si le point de vue des différentes parties prenantes n'est pas pris en compte, alors que la participation est un élément clé du développement durable. Donc si la BAD veut forcément ou bien veut être impliquée dans ces financements durables, il va falloir que la BAD soit assurée que les projets qui sont mis en place sont faits avec l'assentiment, avec l'aspiration des différentes parties prenantes. En ce moment, on dira que la participation est de mise. D'accord. Mais est-ce que les PME à impact social ou écologique bénéficient véritablement d'un appui suffisant de la part de la banque? Oui, mais aujourd'hui, elles ne bénéficient pas suffisamment d'un appui suffisant de la banque. Pourquoi? Parce que leur organisation, leur structuration n'est pas taillée, n'est pas en accord avec les exigences de la base. Ça, c'est un. De deux, généralement, c'est les PME qui sont dans les zones rurales. Je l'ai dit tantôt. Et il est difficile pour la BAD, même si ces financements sont octroyés, d'aller sur le terrain pour pouvoir faire un suivi et une évaluation. Il y a aussi les critères informels dans lesquels ces PME-là exercent. Donc, voici un ensemble de facteurs, un ensemble de difficultés qui empêchent ces PME-là de pouvoir accéder à certains financements de la BAD. D'accord. À la suite de M. Kouadio, est-ce que il ne faut pas repenser les partenariats publics-privés à l'échelle régionale pour améliorer l'efficacité du financement de la BAD? Je pense très bien qu'il faut réaménager, il faut repenser on les appelle les PPVP, les 3 P, oui. C'est politique des partenariats publics-privés, en ce sens que, vous voyez, dans le développement d'un pays, vous avez soit le développement est pris en charge par l'État, voilà. Et on estime que, par exemple, lorsque l'État véritablement disons qu'il y a une partie prenante très importante dans le développement, le côté social, véritablement, on assiste à une distribution beaucoup plus large et plus importante des retombées. Mais quand l'État s'associe, par exemple, au secteur privé, c'est très bien. Ça permet, par exemple, à certains projets, par exemple, de mobiliser des fonds et de pouvoir de voir leur réalisation effective sur le terrain. Mais il se trouve que parfois certains projets de partenariats publics-privés ne sont pas souvent bien élaborés et ça pose aussi la question parfois aussi de la gouvernance. C'est une question clé qui est véritablement importante. Donc il faut pouvoir repenser cela à l'aune véritablement des enjeux auxquels les économies africaines sont confrontées. Il faut dire qu'il y a un facteur très important tel que la transition au niveau de la transition énergétique oui. est un facteur très important qui fait en sorte aujourd'hui que les ressources qu'on appelle les ressources minières critiques, par exemple, sont regroupées en Afrique aujourd'hui et les multinationales, les pays occidentaux, etc., toutes les grandes puissances aujourd'hui convergent vers l'Afrique pour avoir leur part de l'Afrique, de ces ressources-là. Et l'avenir du monde aujourd'hui dépend aujourd'hui de l'Afrique. Donc, je pense qu'il faut repenser ces projets de partenariat privé. Justement, M. Kouadio, comment garantir que les projets financés répondent aussi aux impératifs de justice sociale et d'inclusion? Ok, c'est très simple. Il va falloir demander aux demandeurs de financement de produire des feuilles de route qui remplissent également les critères ESG. Donc, si on parle de justice, d'équité et d'inclusion sociale, alors on va se fonder sur 2 critères fondamentaux, les critères sociaux et les critères de gouvernance. Au niveau des critères sociaux, voilà des éléments sur lesquels on peut tabler. La parité genre, il y a les problèmes de discrimination, il y a les questions de justice sociale. Voici un certain nombre d'éléments qu'on peut réaliser. Par exemple, dans une feuille de route d'un projet, on va par exemple s'appesantir sur les objectifs. On dit, bon, à l'horizon peut-être 2035, oui. on souhaiterait qu'il y ait 30% ou bien 35% des femmes dans le conseil d'administration. Donc à cela s'associent des indicateurs de performance chiffrés qu'on peut mesurer. Donc on peut le faire, c'est pareil dans le domaine de la gouvernance. Oui. Par exemple, on va analyser la traçabilité financière, on va analyser les questions d'éthique, on va analyser les questions de transparence dans la gestion, dans le management. Donc voici des éléments assez factuels, assez clés qu'on peut associer à des indicateurs de performance. Donc du coup, quand vous amenez une telle feuille de route, on peut regarder, la BAD peut scruter, et puis sur la base de cette feuille de route, vous octroyez un financement. 2 ou 3 ans après, on peut aller faire une évaluation ou un suivi pour voir au regard des objectifs que vous êtes assignés, quels sont les résultats que vous avez produits, formuler un tableau de bord et puis avoir une conclusion assez précise, assez pertinente. Je pense que pour ma part, ce sont les éléments
qu'on peut regarder pour savoir si un investissement a une forte valeur sociale ou un investissement est inclusif ou respecte les problématiques de justice sociale. D'accord. Moi, je voulais ajouter une chose aussi qui est très importante, c'est de la nécessité, en tout cas en ce qui concerne les partenaires publics-privés, de mettre l'accent sur les projets bancables. Bon, on n'invente pas la roue en la matière, il faut regarder un peu comment, je veux dire, en la matière, on appelle ça dans notre jargon le benchmarking, voir les meilleures pratiques ailleurs. Vous voyez un peu avec les produits chinois de construction des infrastructures en Afrique, vous voyez comment les choses se font. Et je pense que la Banque africaine de développement est impliquée dans beaucoup de projets d'infrastructures. Bon, ça le cas bien aussi en Côte d'Ivoire ici. Mais il faut mettre l'accent aussi effectivement sur le projet bancal. Et je reviens encore une fois de plus sur la question de la gouvernance. Alors, est-ce que la BAD doit repenser sa stratégie d'intelligence économique? Bon, repenser sa stratégie d'intelligence économique pour anticiper la mutation. Oui, pour anticiper la menace. Je ne veux pas faire l'injure à une très grande institution comme la Banque africaine de développement. On fait juste des analyses. Oui, bien sûr, bien entendu. Je suis en train de le dire, de ne pas avoir une politique de veille stratégique ou d'intelligence économique. Je pense qu'ils en ont. Et à mon avis, je ne sais pas la forme que cela prend, mais le fait d'avoir désigné M. Ould Tah laisse penser que véritablement il y a des outils en interne d'analyse qui permettent d'analyser, je veux dire, les menaces qui viennent et de pouvoir prendre les décisions pour pouvoir protéger l'institution. L'un dans l'autre, je pense que si la cellule d'intelligence économique à la base existe, et je pense très bien qu'elle existe, il va falloir véritablement la renforcer et scruter véritablement, comme tout à l'heure j'ai parlé du basculement, du changement au niveau géopolitique, au niveau mondial. Je disais souvent à mes enfants, je leur disais que en tant que jeune aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous imaginer, bon là je parle aussi avec vous, puis le monde est en train de basculer à un niveau, peut-être avec le recul des années plus tard, vous allez comprendre que l'Afrique est aujourd'hui à un point très important. On assiste aujourd'hui à l'affaiblissement de la puissance occidentale et à l'émergence aujourd'hui d'autres puissances aujourd'hui. Donc c'est un élément qui est très important et ça ne laisse pas l'Afrique, je veux dire, indifférent, et ça a un impact obligatoirement sur la conduite des pays africains. Notamment, je veux dire, les challenges auxquels on est confronté. La question fondamentale, c'est de savoir comment un continent aussi riche en Afrique en termes de ressources peut se retrouver à une situation où ses bras les plus valides bravent la mer pour se retrouver de l'autre côté et se retrouver avec des indices de pauvreté. Lorsqu'on fait les rankings au niveau international, les indices de développement, vous voyez, chaque fois les pays africains sont en bas de l'échelle. Bien sûr. Justement, il a évoqué un point très important, mais quelles sont les innovations financières durables que la BAD devrait promouvoir pour favoriser un développement inclusif, comme M. Saya dans un premier temps, il faut rendre un peu les financements plus coercitifs, dans la mesure où la BAD peut par exemple dire, désormais dans notre ligne de financement, nous on finance par exemple 90% des projets à fort impact écologique. D'accord. Ça pourrait inciter les différents demandeurs de financement de pouvoir s'adapter. Deuxièmement, il y a aussi la question de l'augmentation de la capitalisation de la BAD. La banque peut voir ces différents acteurs, ces différents actionnaires, pour revoir les différentes cotisations, pour que la BAD puisse avoir un portefeuille financier assez étoffé. Il y a aussi les questions de diplomatie économique. La BAD peut étoffer cette politique, c'est qu'elle existe déjà, mais l'étoffer, mieux la remodeler, de sorte à ce qu'il y ait plus d'investissement, plus d'assentiment. Mais également, la BAD doit se tourner vers les ressources propres, les ressources du continent africain. Vous savez, l'Afrique, on a l'habitude de le dire, c'est un scandale géologique. Et ce n'est pas pour rien qu'au lendemain des indépendances, certains pays africains ont connu ce qu'on appelle une spécialisation primaire de l'économie. Donc, qu'est-ce qu'on fait de nos ressources locales propres? Qu'est-ce qu'on fait de nos matières premières? Quelle est notre capacité à transformer ces ressources? Il y a un politicien ivoirien dont j'étais le nom qui a dit à quoi ça sert d'avoir des matières premières si on n'a pas le financement, si on n'a pas la technologie pour les transformer, pour produire de la valeur ajoutée, pour produire de l'emploi, pour produire des bénéfices sur le continent africain. Donc la BAD va devoir se retourner vers elle-même,
se fonder sur les ressources propres locales, créer de la richesse et savoir qu'on a un instrument, la ZLECAf qui est là. Mais comment peut-on dynamiser une économie africaine si nous ne sommes pas capables de consommer ce que nous produisons? Donc voici aussi des questions de consommation qu'il faut regarder. Il faut aussi regarder la contribution du continent africain dans les échanges mondiaux qui se situe à moins de 2%. C'est aussi un problème. Donc si on n'est pas capable de pouvoir contribuer fortement au commerce international, ça veut dire que sur le plan local, on peut créer des mécanismes, on peut créer une dynamique pour pouvoir renforcer cela. Il faut aussi tenir compte de la problématique du changement climatique, des questions de transition énergétique, des questions d'énergie verte qui se posent avec beaucoup plus d'acuité. Voici une kyrielle de problématiques que la BAD pourrait scruter pour pouvoir améliorer ses financements, les rendre plus attractifs pour une meilleure dynamique, une meilleure croissance, une meilleure inclusion. Si je prends rapidement, M. Sadia, on n'a plus le temps. D'accord, donc je pense que M. Sidi, son thème de campagne, je crois, a été basé sur les 4 points cardinaux. Et parmi les 4 points cardinaux, il figure en bonne position la mobilisation des capitaux supplémentaires à grande échelle pour renforcer la balle. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Merci encore à vous, M. Sadia. Merci. Merci à vous, M. Kouadio. Merci d'être passé sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi. C'est la fin de ce numéro de Éco Débat. Restez avec nous. L'information continue sur Medi 1.